Donc, après avoir vu un petit peu la décision et comment les différentes caractéristiques de la décision, je vais vous donner quelques conseils pratiques et quelques points qui sont, à mon sens, importants les coups, pour savoir comment les décisions sont prises. Donc, là, les conseils pratiques que je vous donne, c'est pour vous. Ça veut dire que, quitte que nous traitement, vous allez être dans des postes de responsabilité et donc, automatiquement, il va falloir savoir comment travailler. Et dans ce cas-là, euh, nous avons ce qui suit. Premièrement, même si la situation semble évidente, ne vous passez pas d'une phase d'exploration. Ça veut dire, ne croyez pas que vous passez par une phase ou bien un cas dont vous avez eu l'habitude, vous l'avez déjà vu. Donc, automatiquement, vous considérez que, bon, c'est réglé, on va régler ça tout de suite, etc. Non, faites en sorte toujours de voir, de vous assurer si le problème est exactement ce que vous pensez. Parce qu'il y a des fois, il y a des situations qui se ressemblent. Or, on croit que la situation de la nafiha, elle ressemble à celle qu'on a déjà vue avant. Peut-être qu'elle ressemble, mais les causes ne sont pas toujours les mêmes. Donc, il faut faire très attention et donc attention aux raccourcis. Agir, c'est bien, mais mener une action cohérente et efficace, c'est évidemment mieux. Donc, il faut toujours passer par une phase d'exploration, s'assurer que le problème est exactement ce que l'on pense. Hadi haja. Donc, lors des étapes de compréhension du problème de recherche de cause, en cas, vous avez, en cas de problème multiple, des fois, qu'on fait un type de problème qu'on appelle multiple, ça veut dire qu'il est complexe. Ce n'est pas un seul problème, il y a plusieurs problèmes à la fois qui sont entremêlés entre eux. Donc, automatiquement, il faut s'assurer que le problème que nous sommes en train de traiter n'est pas un problème, n'est pas un problème complexe. S'il est complexe, on doit le diviser, c'est-à-dire attachez-vous à résoudre en premier lieu les plus simples avant de vous attaquer aux plus complexes. Divisez le problème et sachez quelles sont les choses simples qu'on peut régler rapidement. Réglez-les. C'est-à-dire, le problème, d'accord? Donc, il est mentalement plus confortable et motivant de commencer par les plus faciles et donc, d'autant plus que si vous travaillez en équipe, le groupe a besoin de se sentir en confiance et d'être en quelque sorte échauffé avant de s'attaquer aux questions plus compliquées. Ne commencez pas par les problèmes compliqués. Si vous n'arrivez pas à trouver une solution, vous allez être démoralisé, vous allez être mal à l'aise. Et donc, ça va vous influencer sur la suite de la résolution d'autres problèmes. Et donc, toujours commencer par le plus simple et ensuite aller vers le plus compliqué. Troisièmement, n'éliminez pas d'emblée des causes apparaissant comme fantaisistes à première vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des fois, oui, il y a des causes, c'est peut-être des causes, ah ouais, c'est pas possible, ce n'est pas cette cause-là, impossible. N'éliminez pas automatiquement sans avoir au moins au début fait une petite exploration pour s'assurer que effectivement cette cause elle est vraiment peu probable. Mais si fait le démarrage, ah ouais, je l'élimine. Faites une petite recherche. Donc, il s'agit là d'une règle d'or, pas d'a priori. يعني ماشي تقول normalement ما كاش هذه كلمه normalement هذه دارت des dégâts بزاف. Il n'y a pas, lorsqu'on résout des problèmes et on prend des décisions, il n'y a pas de normalement. Il y a, je peux dire que c'est peu probable, d'accord. Mais même si c'est peu probable que ceci arrive, allez quand même vers une petite exploration. Alors on va vérifier un petit peu pour s'assurer. D'accord? Donc, ne travaillez pas simultanément sur tous les aspects d'un problème. Donc, lorsque vous avez un problème, un grand problème, divisez-le en plusieurs petites parties et attaquez partie par partie. Donc, il va falloir faire en sorte de diminuer le problème et de le simplifier au maximum, étape par étape. Surtout, il y a une chose qu'on a remarqué que les gens dans l'entreprise, des fois, ils ne le font pas. Notez noir sur blanc la problématique. Ne discutez pas sans avoir marqué. Posez les questions TACOM, écrivez-les sur un bloc-notes. Ne parlez pas seulement. Ce que vous pensez, mettez-le sur un bloc-notes. Notez-le, ensuite parlez-en.
Donc, c'est-à-dire lorsque vous êtes en groupe, vous pouvez utiliser un paperboard, par exemple. Et donc là, vous avez un grand tableau et tout ce que vous dites, ne le dites pas, mais écrivez-le. Vous avez une question, une idée qui vous est passée par la tête, écrivez-la. Ne laissez pas quelque chose vous passer. Sixièmement, dans un groupe de travail, désignez un animateur. Tout le monde parle. Il faut désigner un animateur dont le travail est d'organiser la réunion. Il fait passer, il répartit la parole. Il donne à chacun le temps de parler et il donne à chacun le même temps. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser une personne s'accaparer la parole ou pendant ça, non, il faut donner le temps à tout le monde. Donc, l'animateur tient un rôle central pour mettre le groupe en conditions favorables de production. Vous avez septièmement la représentation graphique ou sous forme de tableau, de causes identifiées et une véritable aide pour toute une solution. Trouver une solution plutôt. Donc, quand vous êtes en train de travailler, n'hésitez pas à utiliser les tableaux, à utiliser les représentations graphiques, les graphes, pour montrer un phénomène. Donc, tout ça, vous utilisez-le pour mieux noter et pour mieux voir votre problème. Huitièmement, n'oubliez pas le paramètre coût dans l'évaluation des solutions, bien sûr. Quand vous allez appliquer une solution, c'est de l'argent. Attention. Et donc, lorsqu'on parle de l'argent, c'est-à-dire là, on est en train de parler du coût, et donc il faut savoir faire le rapport qualité de la solution et le coût de la solution. Donc, il faut toujours trouver un juste milieu. Donc, étudiez bien les impacts financiers directs et indirects de chaque alternative, le coût de la mise en œuvre, de l'exploration, etc. Donc, n'hésitez pas à mettre en balance le coût et le bénéfice apporté. Voilà, ça, ce sont 8 conseils que je vous donne. Utilisez-les, ils sont pratiques. Maintenant, je passe à sixièmement, c'est la méthode d'aide à la résolution de problèmes et prise de décision. En général, quelles sont les méthodes que l'on utilise? Et là, l'utilisation des méthodes, il y a plusieurs. Et là, je vous donne quelques-unes, hein, parce qu'il y en a beaucoup plus. Et donc, automatiquement, c'est ce qu'on appelle la première méthode, c'est la méthode, ou bien avant de commencer les méthodes, est-ce qu'il y a des questions sur les conseils pratiques? Est-ce qu'il y a des méthodes, des conseils sur les méthodes, sur les conseils pratiques que je vous ai donnés? S'il y a, Oui, monsieur. c'est bon, c'est clair? Oui. Très bien. Oui. On continue. Maintenant, pour les méthodes. Il y a une des méthodes classiques qui est très utilisée, c'est la méthode des 4QCP. Qu'est-ce que ça veut dire 4QCP? C'est la méthode de questionnement. On pose des questions. C'est-à-dire qui, donc cette solution, qui l'a fait, à qui elle profite, quand l'a fait, où l'a fait, quoi, comment, on peut ajouter combien, pourquoi, d'accord? Donc, il y a, et là, je vais vous donner euh, exactement comment c'est. Tout cela, c'est un petit peu de donc, la méthode questionnement. Et donc, poser des questions est un vrai art. Il faut savoir poser les bonnes questions pour arriver aux bonnes réponses, celles qui vous permettent de trouver des solutions. D'accord? Donc, voilà. Nous allons commencer. Cette méthode apporte les informations qui permettent de mieux connaître, cerner, clarifier, structurer et cadrer une situation, car elle explore toutes les dimensions sous différents angles. Donc, elle est donc idéale pour, par exemple, un commercial ou un dirigeant dans une entreprise. Donc, la mise en application, nous avons les questions doivent être posées de façon intelligente afin d'obtenir des réponses utiles pour aller vers les solutions.
Donc, qui? Alors, quand je dis qui, qu'est-ce que ça veut dire? Cette question, elle permet de déterminer les parties prenantes engagées. Ça veut dire qui est en charge du dossier, qui dois-je contacter concernant vos fournisseurs, par exemple, avec qui travailler. Donc, quand je dis qui, ce sont tous les acteurs qui doivent être présents et qui vont m'aider à trouver des solutions ou à régler le problème ou à gérer un projet. Donc, toujours, il y a qui, avec qui je travaille, pour qui je travaille, cette solution, à qui elle profite, etc. Donc, et maintenant, le quand. Cette question cherche à bien situer les choses dans le temps. Il ne s'agit pas de dire je dois trouver une solution. Il s'agit de savoir combien j'ai de temps. Exemple, vous parlez avec un client ou là, quand souhaitez-vous que je vous recontacte, par exemple? Depuis quand recherchez-vous un nouveau fournisseur? Il faut savoir trouver le quand. Il y a aussi le où. Donc la question où cherche à bien situer les choses dans l'espace. Où aura lieu notre rendez-vous? Où sont situés vos locaux? C'est-à-dire, il faut bien savoir où est-ce qu'on est dans l'espace, où est-ce qu'on travaille, où va se dérouler, ou bien où la solution va être appliquée. Il y a aussi le quoi. La question quoi permet de mettre l'accent ou bien le focus sur un point précis. C'est-à-dire vous avez mis quoi en place pour pallier aux difficultés. Vous en pensez quoi? Donc, le quoi, c'est quoi faire. C'est euh, quelle est la chose qui va me permettre, ou bien quels sont les paramètres qui vont me permettre de réaliser. Donc, c'est quoi la situation? Et donc, l'astuce à éviter en début d'échange, car certaines questions ont un effet trop vif, mais elle est redoutable pour mettre en lumière un point clé. C'est-à-dire là, il faut savoir combien l'utiliser et le quoi, ne pas démarrer avec le quoi. Il faut laisser le quoi vers la fin. Le comment faire les choses. La question comment cherche à dresser un tableau avec une méthode, avec des étapes, de manière de procéder. C'est-à-dire comment on va faire, comment on va organiser les choses, comment on va travailler, comment allons-nous faire telle ou telle chose. Donc il y a toujours le comment de la chose. Et là, c'est la façon de le faire. Nous avons le combien. Cette question expose le besoin de connaître un nombre ou une valeur. Et donc là, il s'agit de bien de savoir combien de temps disposons-nous, combien de fournisseurs, combien d'argent avons-nous. Donc le combien, c'est poser toutes les questions liées à quels sont les moyens que nous allons utiliser, de combien avons-nous besoin, quels sont les moyens et quelle est la valeur de ces moyens-là pour pouvoir réaliser une solution ou bien pour pouvoir pallier à un problème. Il y a le pourquoi. Cette question permet d'aller chercher des informations qui vont expliquer les causes, les raisons d'un fait. Pourquoi allons-nous faire ça? Pourquoi avez-vous choisi cette formation pour vous salarier? Pourquoi avoir fait ce choix? C'est-à-dire, il faut savoir pourquoi on fait ça. Parce qu'en disant le pourquoi, on peut trouver, par exemple, au lieu de faire d'utiliser une solution, on pourrait se dire, et pourquoi pas ne pas utiliser l'autre? Qu'est-ce qui fait que cette solution est meilleure que l'autre? Pourquoi allons-nous vers cette idée et pas une autre? Et ça vous permet de mieux choisir les options de solutions. C'est-à-dire, des fois, en faisant une étude, vous pouvez changer d'option de solution et aller vers une autre solution lorsque vous répondez bien à un pourquoi. Et même si vous allez à la solution dont vous avez choisi, eh bien, vous saurez pourquoi vous avez choisi celle-là et pas une autre. Alors maintenant, deuxièmement, quelle est la loi de Pareto? La loi de Pareto, c'est
une loi très euh, perspicace et très intelligente parce qu'elle permet de hiérarchiser les problèmes en fonction du nombre d'occurrences, c'est-à-dire le nombre d'apparitions de ceux-ci. Elle permet de définir les priorités et de sélectionner un petit peu les problèmes les plus importants. Donc, ce qui veut dire ici, euh, nous avons, dans ce cas-là, la loi de Pareto est utile pour identifier sur quelle cause agir. Des fois, il y a plusieurs causes. Et lorsqu'il y a plusieurs causes, on, on peut voir un petit peu, si vous voulez, est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, je dis, la loi de Pareto, elle permet de savoir sur quelle cause se concentrer. Parce qu'en général, euh, la concentration, ou bien je dirais un petit peu, si vous voulez, les problèmes peuvent être plusieurs types de problèmes. Et donc, automatiquement, on risque de ne pas choisir exactement le problème le plus important à régler. Donc, des fois, on va régler des causes moins importantes et on va laisser les plus importantes. Le diagramme de Pareto nous permet de savoir quelles sont les causes sur lesquelles on doit agir. Et donc, là, il s'agit d'un, si vous voulez, d'un graphe qu'on va utiliser. Et cette loi-là, le principe de Pareto, il s'appuie sur le principe des 80-20. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, on l'appelle 80-20, des fois, on l'appelle 20-80. C'est la même chose. C'est-à-dire, il vous dira que agir sur 20% des causes permet de résoudre 80% des effets. En général, quand vous avez des problèmes, en général, il y a des causes principales et il y a des causes secondaires. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. Il faut aller régler les causes les principales, les plus importantes. C'est elles qui sont les plus influentes sur le solutionnement d'un problème. Donc, avec 3 ou 4 causes, ou 5 ou 6 ou 7, ou ce que vous voulez, vous allez voir que vous aurez à peu près 20% des causes qui sont les plus importantes. Ça veut dire, si j'arrive à régler ces 20%, eh bien, j'aurai déjà réglé 80% de mon problème. Donc, les effets, 80% des effets sont dus en général à 20% à peu près des causes. Les autres causes sont secondaires. Et c'est pour ça qu'il faut savoir sur quelle cause il faut agir. C'est pour ça que vous avez le diagramme, vous avez le diagramme suivant. Lorsque nous avons 20% des causes, lorsque je mets un bon process de solutionnement des problèmes, d'analyse de problèmes et de prise de décision, je pourrais régler 80% des effets. Et donc, il ne s'agit pas de voir les causes et je commence à trouver des solutions à n'importe quoi. Il s'agit de savoir quelles sont les causes, il s'agit de savoir quelles sont les causes les plus importantes qui agissent ou qui influencent sur mon entreprise, sur un problème, sur un projet. Et là, il faut agir sur les plus importants. Donc, il s'agit en général, ce qu'on appelle dans la loi de Pareto, la méthode ABC. La méthode ABC, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit d'une variante 20-80 qui propose cette fois un découpage en 3 segments, c'est-à-dire les causes, on va les découper en 3 parties. On a la classe A qui considère 20% des causes représentant 80% des effets. Nous avons la classe B dont les 30% des causes représentent 15% des effets. Et la classe C où 50% des causes, ils ne représentent que 5% des effets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se concentrer sur des problèmes de classe C qui sont vraiment secondaires et qui n'auront pas tellement d'importance, donc il faut les laisser. Il faut se concentrer sur les plus importants. Et nous avons comment créer un diagramme de Pareto. Là,
vous pourrez voir, il y en a beaucoup, mais on n'a pas le temps de dresser ça, mais on recueille des données, on place les valeurs dans un tableau, ensuite on fait des courbes, comme trier les valeurs par ordre décroissant, ou bien calculer les pourcentages cumulés, ou bien établir le graphique. Là, il y a plusieurs méthodes afin de régler ou bien de visualiser la courbe d'évolution des problèmes ou bien du projet ou bien de la solution ou bien dans le cadre du diagramme de Pareto. Euh, Maintenant, nous avons une autre méthode, la roue de Deming. La roue de Deming ou PDCA. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions? Non. Non, monsieur. Vous avez tout compris. Hein, je pose la question, vous avez tout compris? Tout est clair? Oui. Ah, Oui, monsieur. entendu. La roue de Deming, c'est une autre méthode. La roue de Deming, qui est due à l'anglais Deming Wheel, elle est dite la roue de PDCA. Qu'est-ce que ça veut dire? Plan, c'est-à-dire vous planifiez comment vous allez faire. Do, vous faites ce que vous allez faire. Check, vous allez préparer et vous allez faire ce que vous allez ordonner, organiser et savoir exactement toutes les étapes par lesquelles vous allez passer. Ensuite, acte. Vous allez passer à l'acte, ça veut dire vous allez mettre en exécution toutes les solutions ou bien les solutions que vous allez appliquer. Donc, c'est planifier d'abord. Ensuite, do, ça veut dire vous préparez les solutions, vous les avez maintenant devant vous, c'est ce que vous allez faire. Vous les écrivez, vous les préparez, vous savez chaque étape. Check, vous classez tout ça. Et acte, vous allez commencer à mettre en œuvre tout ça. Et donc, c'est une méthode d'amélioration continue utilisée en management de la qualité. Et donc, euh, nous allons voir maintenant le principe. Comme je vous l'ai dit, plan, plan, c'est préparer, planifier ce que l'on va réaliser. Donc, définir les priorités, les objectifs, le plan d'action, les indications de mesure de succès, etc. Donc, mettre à disposition les ressources nécessaires. Donc, il faut tout planifier. Ce qu'il faut, l'argent, les moyens, le temps, les équipes de travail, l'endroit où il faut travailler, tout ce qu'il faut, vous allez le planifier. Ensuite, le do, c'est développer, donc réaliser, mettre en œuvre le plan d'action défini en premier, en plan. Et là, quand je dis do, ça veut dire vous allez le mettre, vous allez le planifier, vous allez le mettre sur plan. Hein. Vous savez exactement qu'est-ce que vous devez réaliser, exécuter. Ensuite, check, vous allez contrôler, vérifier que les actions ont été réalisées et qu'elles ont permis d'obtenir le résultat attendu. Évaluer les écarts. Donc là, quand vous avez fait, et lorsque vous passez à l'organisation, c'est-à-dire vous contrôlez ce qui a été fait, vous vérifiez, ensuite vous passez à l'acte qui est, vous allez agir sur cette solution que vous avez déjà planifiée et que vous avez réalisée. Vous allez la contrôler. Acte, il y a ce qu'on appelle le phénomène de contrôle. Vous allez contrôler maintenant les résultats que vous avez obtenus et ensuite, vous allez ajuster si vous devez corriger, si vous devez remplacer quelque chose, si vous devez ajouter, diminuer, enlever, etc. Donc, l'acte, c'est plus dans le cadre du contrôle et de l'ajustement de cette solution que j'ai déjà réalisée en deuxième étape qui est dans le do. D'accord? La mise en œuvre, la mise en œuvre de la méthode de la roue de Deming. Donc, appliquer avec rigueur le cycle PDCA. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si vous avez une roue. Hein. C'est la roue que vous allez faire.
donc, est une des conditions nécessaires du succès. Il empêche de s'arrêter avec la phase D, après la phase D. Donc, la phase C et A sont à l'essence même de l'amélioration continue. Donc, il faut vérifier que l'on a obtenu des résultats attendus, corrigés et d'éventuels écarts, capitaliser sur ce que l'on a appris pour continuer. Ça veut dire, quand vous voyez dans le dessin là, c'est un peu plus simple, vous avez la roue. Vous voyez, il y a ici sur une cale pour que la roue ne revienne pas en arrière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un premier tour. Donc, on commence, on planifie, ensuite on va faire, ensuite on va contrôler et voir euh, ce qui a été fait, ensuite on va corriger et on va réajuster et on remet la cale ici, c'est-à-dire on ne revient pas en arrière. Sur la base des résultats que j'ai obtenus, les nouveaux, je vais refaire le même travail. Je replanifie. S'il y a des choses à corriger, je fais leur plan. Je vais remettre tout et voir ce qu'il y a à corriger, ce qu'il y a à ajuster, quels sont les paramètres que je vais changer, etc. Ensuite, je vais dire, voilà, j'ai corrigé, maintenant je vais appliquer cette nouvelle solution que j'ai corrigée, ces nouveaux paramètres. Ensuite, je les applique. Ensuite, je vais voir en check, je vais voir ce qui se passe, je vais réaliser, comme je vous l'ai dit ici, je vais en check, je vais contrôler, vérifier les actions, etc. Ensuite, je passe à l'acte qui est recorriger ce que j'ai déjà fait. Le nouveau, etc. Donc, je fais une deuxième tour, un troisième tour. Et donc, je suis en train d'évoluer et de monter palier par palier jusqu'à ce que je règle le problème des Rahman. C'est ce qu'on a un système de qualité qui va en s'améliorant, c'est-à-dire à chaque fois que vous faites une étape de PDCA, vous êtes mieux. Mais ça ne veut pas dire que le problème est résolu. Je vais encore le faire, le résoudre et encore jusqu'à ce que j'arrive à la fin et que je règle le problème. Donc, en fin de compte, à chaque étape, la roue avance d'un quart de tour et cette avancée représente l'action de progresser. Donc, les calques, c'est une façon de symboliser que les étapes PDCA s'enchaînent toujours dans cet ordre des choses. Mais il ne faut pas changer l'ordre. Ça veut dire qu'on planifie, on va je vais appliquer, on va coucher ça, on va planifier. Non, vous passez toujours par le plan, do, check, act. Donc, je passe d'un cas d'une étape à une autre jusqu'à ce que j'ai réglé le problème. Donc, que là, peut-être que l'organisation soit lourde ou non, c'est-à-dire peut-être des fois appliquer ça et réappliquer, ça va paraître, c'est un peu lourd, c'est lent. Mais cette méthode-là est toujours applicable. La roue tourne simplement plus ou moins vite. Ça peut être un peu compliqué, باش نجوزوا من étape à une autre étape, mais vous êtes en train d'avancer. Donc, plus on s'entraîne sur cette méthode, et plus elle deviendra plus efficace. Quatrièmement, nous avons le brainstorming. Le brainstorming, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en français le remue-ménage. Ça veut dire que c'est une méthode de comment on met une équipe, si vous voulez, dans une salle, et on va leur demander de donner des solutions, de donner des propositions, comment faire. Mais là, on va laisser les gens donner le maximum d'idées, c'est-à-dire n'importe quel type d'idée. Mais qu'est-ce une idée plus intelligente qu'une autre, ou une idée qui est idiote, ou une idée qui n'a pas de sens? Non. Dans le brainstorming, tout ce que vous allez mettre est bon à prendre. On n'élimine aucune idée, quelle qu'elle soit, même une science-fiction. On n'élimine rien du tout, jusqu'à la fin. Donc, dans une entreprise, le brainstorming est une technique qui consiste à réunir un groupe de collaborateurs afin qu'ils produisent collectivement un maximum d'idées nouvelles
sur un thème donné. Donc, il s'agit de laisser les gens donner le maximum, même si ces idées paraissent farfelues, mais on n'élimine rien du tout. C'est une méthode participative de résolution de problèmes s'appuyant sur la créativité spontanée des participants. Donc, le problème que l'on peut résoudre par le brainstorming, les problèmes sont variés. Donc, c'est surtout, on utilise dans l'innovation. Donc, dans, par exemple, les nouveaux produits, les nouveaux concepts, une nouvelle campagne de publicité, tout ce qui est nouveau, on utilise le brainstorming. Il est très efficace dans l'innovation, dans la créativité, ou l'ibda'. Dans ce cas, le but est de mettre la créativité de toutes les parties prenantes à contribution. C'est pour ça qu'on n'élimine pas d'idées ou là. On peut aussi s'interroger sur l'avenir en général. Où va l'entreprise et quelles nouvelles orientations devra-t-elle prendre? Donc, quand on est en train de penser stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire dans les 10 ans à venir, là, le brainstorming, il est très intéressant parce qu'on est en train de parler de nouvelles idées. Tous, à chaque fois que vous parlez de nouveaux concepts, nouvelles idées, nouvelles façons de travailler, vous êtes dans l'innovation et le brainstorming peut beaucoup vous aider. Et donc, le déroulement du brainstorming, donc, il y a la première phase pendant une demi-heure à trois quarts d'heure en moyenne, a pour finalité de collecter un maximum d'idées, comme décrit ci-dessus. Par exemple, une problématique ou un problème, il écrit des idées autant qu'il peut. Chacun va essayer d'écrire au maximum des idées pendant une demi-heure ou là, sans s'arrêter. Tout ce qu'il a dans la tête, il le met sur papier. Et donc, ensuite, les idées collectées sont triées, rapprochées, organisées thématiquement et hiérarchisées. Nous avons ceux qui ressemblent en bas et on commence à mettre un petit tableau où on va mettre ces idées-là sous forme de famille d'idées. Donc, un diagramme d'Ishikawa ou bien un diagramme d'affinité, là, je vous conseille d'aller voir ce que ça veut dire. Le diagramme d'Ishikawa, c'est comme une flèche qui permet un petit peu d'organiser tous mes idées, etc., peuvent être utilisées pour réaliser un travail de synthèse. Donc, vous pouvez les faire ensuite de plusieurs manières possibles. La méthode de brainstorming, on explique premièrement le processus. Il est important que chacun des participants connaisse parfaitement les règles et les étapes du déroulement. Si un ou plusieurs membres du groupe n'ont jamais participé à une session de ce type, il peut être utile de réaliser quelques exercices pratiques pour bien comprendre les principes. Donc, il faut que tout le monde comprenne exactement ce qu'il doit faire. C'est une méthode efficace, mais lorsque tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire. Donc, on ne va pas commencer à faire n'importe quoi. Il faut expliquer qu'est-ce qu'on va faire à l'équipe, surtout pour les gens qui n'ont jamais fait ça. On précise les règles, c'est-à-dire on ne critique pas et on préserve son ouverture d'esprit. Tu dis n'importe quoi ou là, toutes les idées sont bonnes à prendre. On laisse aller son imagination, par principe, toutes les idées sont bonnes à formuler. On n'hésite pas à reprendre des idées des autres pour construire les siennes. Donc, on fait en sorte de favoriser c'est-à-dire la recherche de nouvelles idées et de les écrire au maximum. Plus vous avez des idées, mieux c'est. Donc, quel est le problème? On va voir et on va s'assurer que tous les participants ont une vision juste du problème à solutionner. Il faut bien présenter où est le problème. Il faut très bien expliquer, clarifier le problème, comment il est. Avant de commencer, il faut s'assurer que tout le monde a bien compris le problème. D'accord? Et ensuite, on écrit tout. Donc, tout ce qui se dit doit être écrit. Mais chez Hadra, le tableau blanc visible de tout, c'est encore le meilleur outil. Donc, il faut tout écrire. Ou bien sur un data show, ou bien sur un tableau blanc, ou bien tout, il faut tout mettre et écrire et présenter devant l'équipe. On fait le ménage, c'est-à-dire là, après, en cinquième lieu, on élimine des idées similaires formulées, c'est-à-dire deux ou trois personnes ont donné la même idée.
on va un petit peu éliminer. On va laisser une idée globalement qui va représenter toutes les idées qui sont les mêmes. Ensuite, on trie, on groupe et on élimine. À partir de la sixième étape où on va rapprocher les idées et on va éliminer celles qui sont impossibles. C'est à ce moment-là qu'on commence à dire quelles sont les idées qui on ne peut pas les faire, on n'a pas les moyens de les faire, on n'est pas technologiquement, on n'est pas prêt pour les faire. C'est à ce moment-là, la sixième étape, je peux peut-être éliminer les possibilités ou bien les propositions qui ne sont pas tout à fait possibles pour nous. Et donc, septièmement, on sélectionne. Et là, on sélectionne les meilleures idées ou bien les moins mauvaises, ça dépend. Donc, parmi celles qui semblent réalisables, là, on a laissé les idées les plus réalisables. C'est ces idées-là qui sont les plus réalisables que l'on va essayer de traiter et de mettre, c'est-à-dire de les traiter et de les examiner en détail parce que c'est celles-là qu'on peut réaliser. Et quelques conseils pour le brainstorming. Donc, le problème à résoudre doit être impérativement simple. D'accord? Vous avez les conseils qui sont là. Ce qui suit, les indicateurs de performance, on a déjà parlé au début. Je pense, on les a traités. Là, ils sont plus en détail. Je vous les laisse pour vous. C'est un bon document pour vous. Et nous avons aussi tout ce qui est les indicateurs en détail. Et qu'est-ce qu'un bon indicateur de performance? On l'a déjà vu, Macbel. Et là, vous avez un domaine, on l'a déjà vu, Macbel. Donc, avec ça, je pense qu'on a fait le tour de la deuxième partie de la définition de la décision. Voilà. Le temps va être terminé. Merci d'avoir écouté. Je vais vous envoyer ce cours Bakchoui, Inch'Allah. D'accord? Alors, Sahaf Torkom. Et Inch'Allah, il nous reste un cours à faire. On fera le mardi, Inch'Allah. Et on aura terminé le module. Et la semaine prochaine, pendant le cours, je vais vous parler de comment on va travailler, comment on va se faire l'examen, etc. D'accord? Alors, يعطيكم الصحة وصحة. Oui, merci. Aïe, c'est le